Bonjour Thierry Pacaud. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous qui êtes philosophe de l'urbain, avec ce livre qui sort aux éditions du CNRS, Mesures et démesures des villes, un essai dans lequel vous tentez de définir la juste taille justement d'une agglomération, en proposant d'abord un parcours historique à la rencontre des auteurs qui ont réfléchi à la question. Pourquoi d'abord est-ce que vous dites que cette question de la juste taille d'une ville et plus généralement d'un territoire est une question controversée aujourd'hui ? Elle est controversée parce que les Nations Unies, avec leur officine Habitat, qui siège à Nairobi et qui organise un grand sommet tous les 20 ans, est convaincue que plus la ville est importante en population, plus elle est étendue géographiquement, eh bien mieux c'est pour tout le monde. Et alors j'en étais pas du tout convaincu, et donc j'ai essayé de reconstituer un peu cet historique. Et là j'ai été assez étonné parce que je croyais pas qu'il y avait eu autant d'analyses chiffrées, quantitative, mais pas seulement, de la bonne taille des villes. Justement, aujourd'hui, à l'échelle de la planète, c'est toujours la démesure qui prévaut, avec des mégalopoles, des projets pharaoniques tels que vous les décrivez ? Oui, c'est vraiment... quand j'ai mis à jour des astres urbains 4 ans après sa parution, j'étais sidéré de voir à quel point tout ce que je dénonçais n'a fait qu'être multiplié partout sur Terre. Et ce que vous dénonciez, c'était entre autres les centres commerciaux, les gratte-ciels, voilà, et puis la densité, une densité qui n'est pas vécue, parce qu'il faut bien distinguer la densité vécue qui est indispensable, et puis la densité qui est simplement le rapport du nombre d'habitants entassés au même endroit. C'est quoi une ville finalement ? Tiens, parce que on voit la difficulté d'en donner une définition exacte, parce qu'elle est très variable finalement. Alors la notion de ville est très compliquée. Je l'ai définie de la manière suivante, mais ça n'engage que moi, comme étant l'heureuse combinaison de 3 qualités, la diversité, l'urbanité et l'altérité. Une de ces qualités vient à manquer, ce qu'on appelle ville s'effondre. Par exemple, il y a un produit immobilier très populaire au monde aujourd'hui qui est la gated community, c'est-à-dire l'enclave résidentielle sécurisée. Là on est dans l'entre-soi, on est des gens de même niveau social, de même culture. Ça manque un peu de diversité, voilà. Et donc, alors pour moi, ça fait pas ville. Donc la ville, même petite, peut exister. Pourquoi la décroissance vaut aussi pour les mégalopoles, justement, Thierry Pacaud, alors, puisque vous, c'est votre thèse, hein. Oui, parce que je pars d'un point de vue élaboré par Léopold Kohr qui dit que quand une situation va mal, c'est vraisemblablement parce que c'est trop gros. Voilà. Et alors donc, je l'ai observé évidemment dans un hôpital. Enfin, il suffit d'aller aux urgences pour voir que si tout le monde va au même endroit, forcément ça dysfonctionne. C'est pareil pour les méga avions. Voilà. Donc plus c'est gros, plus on attend, plus c'est chronophage. C'est la fin des services publics. C'est la fin des services publics, etc. Donc je ne pense pas que le toujours plus gros soit toujours le plus efficace et surtout le plus agréable à vivre. À quel moment finalement on a commencé à entrecroiser l'évolution des villes et l'écologie, le thème qui nous intéresse dans cette émission ? Alors ça, c'est beaucoup plus récent. Il a fallu tout le mouvement. Il a fallu d'abord qu'il y ait le productivisme, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle, ce qu'on a appelé l'industrialisation, pour voir que là il y avait des pollutions nouvelles qui n'existaient pas auparavant, et puis que des gens créent des lobbies, pour contester le fait qu'on rejette l'eau usée et nocive dans la rivière parce qu'on constatait la mort des poissons. Ça, c'est la fin du XVIIIe siècle. Donc il y a déjà des mouvements, mais c'est très modeste parce que l'idéologie dominante est quand même plus il y a de fumée qui est crachée par la cheminée, plus le signe de l'abondance et de la richesse est important. Alors, il a fallu des auteurs, ce qu'on a appelé un peu les hygiénistes, il a fallu aussi des utopistes pour commencer à dire non, attendez, là, faut faire attention, ça marche pas comme ça. Et pour vous répondre, c'est vraiment les années de l'après-sommet de Rio, où là, on commence à se dire toute ville a une empreinte carbone et donc on doit plus analyser la ville simplement par une idée qu'on a de sa richesse qui est sa grossitude, mais au contraire de dire attendez, combien ça coûte en temps de déplacement, combien ça coûte en dysfonctionnement, etc., etc. Donc c'est le début des années 90. C'est très récent. C'est hyper récent effectivement. Sur quoi ça va déboucher ? On n'avait pas d'informations. C'est-à-dire que moi qui ai enseigné ça pendant des années, je cherchais quel est le coût énergétique d'une ville, quelle est sa dépendance alimentaire. Maintenant, c'est des vrais sujets. C'est des vrais sujets et c'est traité, analysé par beaucoup de chercheurs. Alors justement, Thierry Pacaud, sur quoi ça va déboucher finalement cette préoccupation environnementale dans notre rapport aux villes concernant, par exemple, il y a plein d'exemples que vous citez, mais la mobilité, le travail, est-ce que le métro boulot dodo, ça va être terminé là, dans les années qui viennent ? Ce serait pas mal, premièrement. Mais
Je crois que on est en train de sortir de l'idéologie de l'urbain généralisé pour maintenant penser le rapport, à nouveau penser les relations entre ville et campagne. Et ça, c'est excessivement positif. Ce n'est pas deux mondes qui s'opposent. Ils ont toujours été complémentaires. Jamais une ville, même les premières villes dans les vallées fluviales, jamais une ville n'a pu produire son alimentation. Elle a toujours été dépendante d'échanges et de relations avec d'autres villes, parfois même assez lointaines. Donc, je crois que le mot clé maintenant pour moi, c'est territoire. Je pense qu'il faut réinventer les territorialités de notre existence terrestre et que ça passe par des combinaisons d'associations entre 2-3 petites villes, 5-6 plus grosses, des hameaux, etc. Bon, c'est ce que vous appelez le biorégionalisme aussi, c'est ça? C'est cette idée? C'est ça, exactement. ça part d'une idée très simple qui avait été élaborée par Élisée Reclus, le grand géographe anarchiste, repris par Patrick Guédès, et puis ensuite, eux, ils n'avaient pas mis bio, ils avaient mis région, mais c'était une région pas au sens technocratique de nos 13 régions à nous, délimitées un peu bizarrement. Non, c'était la région où on partait des conditions environnementales. C'est-à-dire le bassin versant, c'est-à-dire le nombre de forêts, le réseau hydrographique, etc. Et donc ça, c'était très très judicieux. Et donc il nous faut repartir de ça. Et il y a un courant américain et un courant italien, il n'y en a pas encore en France assez marqué, qui, les deux, mais sans forcément interférer l'un avec l'autre, ont inventé la notion de biorégionalisme.